Je me présente donc, bonsoir, Panos Mantiaras, directeur de la Fondation Braillard Architecte, et je vous souhaite la bienvenue avec l'équipe de la Fondation, donc Hélène Galezo, Diane Henny, Mélodie Simon et Gwenaëlle Zunino, ici présentes, avec lesquelles nous avons mis en place cette série de conférences en ligne qui s'appelle Transition Seeds, donc les graines de la transition, basée sur une idée que nous avons eue à un moment où nous avons lancé le Transition Workshop, dont vous êtes certainement aujourd'hui au courant, et qui nous a fait comprendre que rapidement, les jeunes diplômés en architecture, urbanisme et paysage devraient venir au devant de la scène, parce que c'est là où le départ de cette évolution que nous souhaitons tous vers une transition écologique de nos modes de vie et de nos cadres de vie serait possible. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons mis en place cette conférence, cette série de conférences, qui nous espérons va vous aider à participer de votre manière, enfin vous inspirer selon vos métiers et vos occupations et vos engagements à cette évolution de l'esprit et des méthodes que nous souhaitons dans nos domaines. Alors, comme peut-être vous le savez, nous avons eu déjà 2 sessions antérieures, le jeudi 25 janvier, intitulées Composé à partir du sol de ville, avec Anne-Marthe Laure, qui aujourd'hui est en Norvège, et Maëlle Proust, qui est genevoise. Ensuite, nous avons eu le jeudi 22 février la deuxième session intitulée Produire aux limites de la croissance, avec Justine Rognon qui a travaillé sur le Cambodge, et Reda Berada par rapport à Tanger. Et aujourd'hui, jeudi 21 mars, nous continuons avec cette troisième session que nous avons intitulée Réveiller les potentiels écologiques des friches, avec 2 jeunes architectes, Hervé Laurando et Victoria Baravikova, ici présents, qui vont vous raconter leurs aventures dans le travail qu'ils ont fait, et notamment dans des sites français cette fois. Alors, la thématique, nous l'avons intitulée ainsi parce que dans les 2 cas, nous avons des espaces productifs enfrichés qui attendent toujours la manière et les méthodes de leur réhabilitation, de leur remise à la vie, on va dire de certaine manière. C'est donc des espaces productifs industriels, mais d'industries diverses, et dont l'entrée dans cette nouvelle phase de l'évolution de l'humanité concerne aussi leur réaménagement, une approche spatiale qui vous sera présentée aujourd'hui. Ils sont certainement productifs, ils étaient productifs, ils ne le sont plus, ils pourraient le redevenir. Et pour cette raison, nous avons proposé à Emmanuel Chaz, qui est sociologue et géographe, qui est basé à Genève et qui est directeur qui est dans la direction de l'opération Paille Acacia Vernet, donc une grande opération d'envergure à Genève, qui justement se porte sur le réaménagement et l'évolution d'un espace, d'un ex ou encore espace productif, économique. Là, pour le coup, on n'est plus du tout dans la campagne, c'est vraiment la ville, mais justement, la question de la ville productive ou de l'espace productif pour l'urbanité et de sa transformation en quelque chose d'autre, c'est ces liens qui nous a paru intéressants pour l'inviter comme répondant aux travaux de Victoria et d'Hervé. Voilà. Nous proposons donc une entrée en matière par Hervé Laurando avec la première présentation de à peu près 20 minutes. Ensuite, Victoria va prendre le relais.
Puis Emmanuel Chaz va continuer avec des questions et des critiques et un échange avec nos deux parties et nos deux jeunes architectes. Et nous espérons à la fin avoir du temps pour que le reste du public puisse participer à la discussion, poser des questions, des remarques. Nous sommes heureux de vous avoir ici ce soir. Donc, je passe la parole directement à Hervé Laurando. Hervé, à toi. Merci Panos. Alors, je partage l'écran. Alors, bonjour à toutes et à tous. Et merci au comité de la Fondation Bray Architectes pour l'invitation et pour l'organisation de ces séries de conférences année après année qui sont importantes puisque, comme vous l'avez sûrement vécu, la recherche au master se termine parfois abruptement avec l'obtention du diplôme. Et donc, dans tous les cas, merci pour proposer cette plateforme qui vient prolonger le souffle de ces projets qui nous ont plongé dans une recherche de toute autre échelle, Victoria et moi. Et merci à M. Emmanuel Chasse du département du territoire du canton de Genève, donc avec nous aujourd'hui, pour discuter ensemble de cette thématique de la séance 3 du SIG Transition Seed, donc intitulé Réveiller le potentiel écologique des friches, à laquelle je commencerai donc avec ma présentation suivie de celle de Victoria. Donc, avant de poursuivre avec mon sujet de thèse, je voudrais dire deux mots sur ce qui relie peut-être nos deux exposés d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement nos positions géographiques similaires dans leur contexte, les deux étant en amont ou en aval de fleuves côtiers se jetant dans la Méditerranée ou l'Atlantique en France, mais donc ce qui les relie surtout peut-être, c'est leur intention fondamentalement durable et critique envers l'environnement. Donc, on connaît tous cet horizon 2050 qui approche vite dans les politiques d'aujourd'hui, l'importance du réemploi, de la baisse du CO2, les labels, d'ailleurs, le titre du magazine Tracé du mois passé, etc. Mais on se pose la question, qu'est-ce que tout cela veut vraiment dire à l'architecte ou en architecture? Donc, juste pour poser quelques notions et parler d'un cadre local et légal. Donc, l'exemple du canton de Genève, de la loi sur les constructions et les installations diverses, la LCI. Et on y trouve les deux articles votés en fin 2021 par le Grand Conseil. Le premier, l'article 117, nous dit ici, je cite en abrégé, toute construction ou rénovation doit minimiser son empreinte carbone, c'est-à-dire, et là la définition se trouve à l'article 118, la définition de l'empreinte carbone, c'est donc de chaque matériau d'une construction ou d'une rénovation correspond au bilan des émissions de gaz à effet de serre de ce matériau et cela durant l'ensemble de son cycle de vie. Donc, c'est un nouvel ajout important dans une forme légale. Donc, deux articles certainement audacieux, mais toujours nébuleux sur leur application. Donc, puisqu'on nous dit quoi faire, mais pas nécessairement comment faire. Donc, je terminerai avec cette introduction, avec ce que l'architecte cantonal Francesco Dalla Casa a dit lors d'une conférence que j'ai assistée la semaine passée à l'EPFL et qui résume bien un peu cette thématique. Il n'y a pas de matériaux vertueux ni de matériaux vicieux. Il faut se pencher plutôt sur les conditions de l'approvisionnement. Donc, j'espère que nos projets, en quelque sorte, des projets pilotes ou expérimentaux, vous démontreront de potentielles pistes de réflexion face à la question suivante, question verte pour cette conférence, soit celle de l'implication des friches à l'abandon dans l'urbanisme et l'architecture de demain. Donc, malgré la courte durée de cette présentation, je souhaite bien m'attarder au contexte théorique et au contexte de situation qui précède le projet de master pratique à l'EPFL, si nous séparons les choses de manière classique. Mais à mes yeux, l'un fait autant partie du projet que l'autre et j'espère que vous les considérez de la même manière pendant ou après cette présentation. Donc, de retour à mon sujet, je m'appelle Hervé Lorando. Je suis diplômé de l'EPFL avec ce projet effectué entre Lausanne et la côte française, Atlantique. Un projet sous la direction de Yo Tailleux et d'Axel Chevroulet, architecte, et d'Yves Petradini, peut-être un collègue à vous, sociologue de Genève. J'aimerais commencer par donner un aperçu général de ma recherche. Je suis intéressé à l'idée d'explorer l'architecture à travers l'étude du séquençage d'extraction de débris dans une région donnée. Et on peut même préciser ici donc cette biorégion du marais Poitevin et de la baie de l'Aiguillon qui donne sur l'Atlantique, ici vue du ciel en avion et qu'on peut voir sur la carte de la France, façade atlantique ouest. Mais je suis aussi intéressé à l'idée de comprendre comment l'architecte s'était historiquement retrouvé associé aux causes qui ont favorisé la pollution de ces zones, par sa participation à la surconstruction humaine du littoral notamment. Et donc finalement, comment l'architecte se place-t-il aujourd'hui et pour le futur
pour remédier à la dégradation économique, sociale et naturelle du territoire. Donc, à l'écran, des photos d'archives de l'élevage en mer d'huîtres et de moules. Aujourd'hui, je parlerai de débris à l'abandon en mer, mais ici, à l'inverse, nous retrouvons ces débris à leur origine, lors de la pose tractée à marée basse de centaines de pieux de bois qu'on voit dans les chariots. Cette pose se fait dans le sable pour la culture de la moule sur ces pieux, une opération assez lourde qui doit se faire avant que la marée ne monte, d'où l'apparition des premiers véhicules motorisés pour ce genre d'activité. Mais nous voyons ici aussi la juxtaposition entre ce que l'on peut apercevoir qu'à marée basse et haute, entre l'homme et la nature, et l'image des ostréiculteurs, de leurs chariots personnalisés et celle des oiseaux migrateurs en fond derrière, qui vivent de cette région et sont actuellement menacés. Donc, on voit un exemple de cohabitation qui nous fait réfléchir sur l'ampleur de nos activités. C'est en m'interrogeant sur des exemples d'espaces de maintenance maritime dans la littérature, en étudiant leur configuration, mais également leur vocabulaire propre, que l'apprentissage du projet a commencé. À gauche, donc à Goujan, dans le sud du bassin d'Arcachon, face à l'Atlantique toujours, le jour du ramandage, du verbe ramander qui veut dire réparer un filet usé ou déchiré. Ou encore à droite, on peut lire le carénage du bateau Nauticus sur la plage. Carénage, donc qui n'est pas du tout à confondre avec carnage, mais plutôt tout son inverse. C'est un acte de soin pour rapiécer et réparer également. Mais ce qui est surtout intéressant de noter ici, c'est que le carénage désigne l'action, mais tout autant le lieu où cette chorégraphie prend forme. Donc, ce qui s'opère ici est pourtant derrière les images évocatrices d'époque de soins du matériel de pêche, de la dernière page, où celle-ci, des photos d'aujourd'hui, fortes en contraste entre activités de loisirs et industrielles, entre saison chaude, saison froide, entre l'eau de la marée haute et la vase de la marée basse. Ce qui s'opère à l'arrière-plan, c'est la surpêche massive et la surconsommation très peu légiférée des eaux du littoral français pendant tout le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc, de nos jours, la pêche n'est plus comme elle était et les surfaces de culture d'huîtres ou de moules ont baissé de près de 50% par rapport aux chiffres des années 60 et 70. Un grand retard de maintenance de ces concessions dans la mer, mais aussi un retard de maintenance de la mer elle-même est à constater. Donc, plusieurs raisons se cachent derrière ces abandons que nous voyons périodiquement apparaître sur cette ligne du temps à gauche. Mais l'une des principales raisons est le résultat d'épidémies successives d'huîtres pendant le dernier siècle, dues à de nombreux facteurs, dont l'impureté de l'eau et l'apparition d'espèces invasives, mais les deux causés par l'homme ou accélérés par l'homme. Et encore à droite, on peut voir la chute brutale de surface en utilisation, ce qui veut aussi dire que nous nous retrouvons, donc on retrouve au rivage des centaines de fermes désormais sans gouvernail. Donc, heureusement, les idées de l'époque ont un peu évolué quant à la position de l'architecte au sein d'un système plus large qui pourtant pourrait ne pas être complètement dissocié de notre impact sur celui-ci. Des pratiques d'extraction sont ainsi à mettre en relation et la reconnaissance d'un système global doit être établie. Donc, ici, je cite Malter Barth, architecte, professeur à l'EPFL et auteur de ce diagramme à l'écran. Il s'agit d'identifier la production de l'espace comme une chaîne pour localiser où nous pouvons intervenir au point de levier structurel, ainsi où et comment agir pour faire de l'industrie et de toutes les industries des pratiques moins dommageables. Donc ici, nous est dessiné le diagramme de cette chaîne, et sans rentrer dans les détails, aussi dû à la qualité de l'image. Donc de haut en bas, en commençant par le sol comme site, land as a site, en passant par son intérêt spéculatif en descendant, son design, son excavation, son occupation, etc., jusqu'à son état tout en bas de terre altérée en rouge, donc altered land, sous lequel Marter Barth et son équipe du laboratoire Riot à l'EPFL nous posent la question ou les questions maintenant, quoi faire de cette terre, quoi en faire, en nous listant les fameux R interrogatifs, repérer, quoi faire, donc réparer, remédier, réutiliser cette terre ou rénover, etc. Donc, c'est à travers la lecture des rouages de ce diagramme et 6 mois de recherche théorique et pratique sur place et à l'EPFL que je suis arrivé au projet de master avec l'idée de partir justement de ce point rouge, de cette terre altérée et de ce qui en reste, pour inverser la chaîne de la production de l'espace comme commodité, exposée à la dernière page par Malter Barth. Je me demande donc, pourrait-on passer par l'occupation d'abord, et l'occupation, je veux dire l'acte d'habiter le territoire et d'en prendre soin, pas un acte de colonisation,
Donc, afin d'ensuite remonter à à la déconstruction et au design, mais aussi dans cet ordre-là précisément afin de finalement restituer au maximum le sol comme sol naturel et vivant en haut, donc une biorégion qui respire et non pas seulement comme un sol comme ressource pour l'espèce humaine. Donc, je me suis posé avec mon titre de thèse en rouge, Home with What Remains, A Sorting House as a Form of Occupancy Right, qui propose donc pas un centre, mais plutôt une maison de tri pour allier nettoyage et hébergement dans une zone naturelle qui a été historiquement sous grande pression causée par l'homme et ses pêches, mais aussi par l'accélération des bouleversements climatiques qui fragilisent encore plus cette zone très sensible. Donc, j'ai donc moi-même refait ce diagramme à la Malterbart, ici que vous voyez à l'écran, cette fois-ci appliqué plutôt que théorique, avec la Terre altérée en bas et ses restes, et en remontant vers le projet grâce à des nouvelles voies d'intérêt qui apparaissent tranquillement dans les politiques locales, nationales et continentales, notamment européennes, donc des alliés dans ce projet. Et donc, du côté droit des acteurs, le programme de restauration Projet Life Baie de l'Aiguillon, qui est très important dans mon projet, est un projet cofinancé par l'État français et la Commission européenne. Il prend source dans une extrapolation théorique, mon projet, et je cite en bas à gauche, donc une extrapolation théorique de ce qui est déjà mis en place par ce projet l'AFP de l'Aiguillon lors de la mise en œuvre de travaux expérimentaux d'enlèvement d'anciennes structures ostréicoles sur des vasières, sur 100 hectares de vasières, des travaux qui ont réellement eu lieu ces dernières années. Donc, dans l'esprit de ce programme, le projet de master s'insère dans les rouages de l'opération de nettoyage pour en étudier le potentiel architectural, puisque le parcours actuel de débris ne comporte pas encore cette dernière étape à droite. Donc, effectivement, le programme ne s'attardait pas vraiment à l'aspect de valorisation potentielle des restes, ou très peu. Donc, de gauche à droite, il s'agissait simplement, entre guillemets, de cibler ces objets partiellement enfouis, ces débris enfouis sous la vase au large depuis des décennies et de les enlever à l'aide de machines sur mesure. Et puis, le programme propose ensuite de les transférer et de les stocker sur la terre ferme au point 2 et 3. Et c'est dans ces derniers points que j'interviens avec mon projet. Alors, pour rappel, si on dézoome un peu, nous nous situons en zone industrielle et rurale à la périphérie de La Rochelle en France, qui se situe juste en dessous de cette carte. Nous pouvons voir sur cette carte les débris provenant des différentes zones de la baie, débris qui ont été étudiés à partir de leur point de départ et leur point de collecte au large, illustrés par les cercles en pointillés. Et on les a donc catégorisés en fonction de leur matérialité. Par exemple, ici en anglais, W pour wood, bois, M pour métal, P pour plastique, O pour oyster shells, les coquillages d'huîtres. Donc, on peut noter l'échelle malheureusement assez gigantesque de ces décharges marines en les comparant avec la taille des villages avoisinant notre site. Nous voyons donc aussi que certaines d'entre elles sont très visibles à marée basse, puisqu'elles se retrouvent sous les pointillés gris qui indiquent la zone entre les marées de la baie. Et finalement, au centre à droite, le site situé à l'interface entre la terre et la mer. Donc, des paramètres comme la quantité, la position et l'utilisation dans le temps ont été rassemblés pour toutes les catégories de débris afin d'avoir une idée de l'effort d'entretien et du potentiel de recyclage. Donc, on voit les pieux de bouchon, évidemment, de bouchons, pardon. Donc, c'est le nom qu'on donne à ces pieux en bois pour la culture de l'huître. Mais on voit aussi donc ces pieux de bouchon qui sont ici effectivement pas à l'échelle vis-à-vis l'huître à droite. Mais on voit aussi les tables de métal ou cages ostréicoles et finalement les éléments en plastique plus légers comme les filets ou les coupelles. Donc, tous des objets couramment utilisés aujourd'hui pour la culture, mais aussi autrefois. Donc, des diagrammes processuels ont été élaborés pour tous les produits, du début jusqu'à la fin de leur cycle, tels qu'ils se présentent actuellement. En bleu, le produit original, et en rouge, le produit en fin de vie. Et ici, sans aller dans les détails, donc je pourrais juste dire que des recherches ultérieures sur leur potentiel ont conduit à la conception de nouveaux diagrammes qui réorientent leur cycle vers la plus grande réutilisation possible plutôt que les laisser à l'abandon. En tout cas, c'est ce que le projet essaie de faire. On arrive aux 4 produits remodelés. Donc, afin d'exploiter le potentiel architectural de cette interface,
5 types de vestiges, on peut dire, ont été d'abord étudiés, comme je vous ai montré, et puis 3 ont été sélectionnés pour les besoins du bâtiment proposé. Donc, il s'agit des pieux de bois, des coquilles d'huîtres et des filets. Avec les 2 premiers dessins en bas à gauche, on peut passer rapidement en revue la prolongation de cycle de ces pieux de bois qui sont ramenés de la mer. Et c'est important, cet aspect. Donc, ils sont ramenés de la mer puisqu'ils sont extraits d'un environnement anoxique dans la vase. On pourrait imaginer qu'ils ne sont pas pourris encore, même si ça fait plusieurs décennies qu'ils sont là, puisque c'est un milieu sans oxygène et donc où la pourriture ne peut pas prendre racine. Donc, une fois sur le site, le bois est ensuite séché et prêt pour être conservé, comme le montrent les images, soit en le brûlant par l'extérieur en rondins ou en planches, selon les techniques traditionnelles nordiques ou japonaises, réintroduites ici en Charente-Maritime. Et donc, puis, ils sont réintroduits pour être utilisés. Par exemple, les gros pieux de bois qui ne sont pas tranchés pourraient servir de fondation du projet dans le sable. Donc, pour parler de la réinsertion des matériaux sous forme architecturale, voici une section de projet. Avant d'arriver bientôt à des images plus générales, je vous promets bien dans les prochaines slides. Donc, presque comme un bricolage, on assemble les éléments. On a pu modéliser ici un fragment vertical en guise d'exemple, un fragment qui prend source dans les fondations en béton de la dalle existante de la ferme ostréicole. Et cette section qui se poursuit jusqu'à la toiture en tôle du nouveau bâtiment, construit en colombage, ossature bois, donc recyclé, et ourdage isolant en chanvre qui provient de la région. Sur 2 niveaux programmatiques, le R+1 et R+2, on imagine un étage de recherche et un étage peut-être plus domestique pour le logement. Et à l'intérieur, aux étages, les sols sont composés d'un sous-plancher en bois toujours, et sur lequel se pose une chape fine d'agrégats de coquilles d'huîtres. On pourrait imaginer aussi si cette production arrive à être efficace énergétiquement et écologiquement. Donc, ce dessin, c'est aussi un peu pour vous montrer les détails de liaison entre l'architecture existante et nouvelle. Par exemple, au niveau du joint métallique en couleur rouge de la ferme existante, qui doit jouer avec le vert, donc l'addition structurelle en bois du nouveau bâtiment. Donc, la maison prend forme sur une ancienne ferme à huîtres partiellement remodelée pour le triage et l'habitation. Et l'architecture apparaît à fur et à mesure que les produits sont ramenés, triés, puis traités et assemblés. C'est donc encore l'idée d'explorer l'architecture à travers le miroitement du séquençage d'extraction de débris. Donc ici, on peut imaginer un pavillon habitable pour les travailleurs volontaires qui sert à la fois de prototype de construction et de modèle social pour d'autres projets de ce type ailleurs euh, sur les rivages abandonnés de l'Atlantique. Donc, une vue d'oiseau au port de l'Appel, notre site, avec au centre notre intervention principale, la nouvelle aile de logement en noir qui est perpendiculaire à l'ancien parc à 8 et tourne l'angle des rues, mais aussi de gauche à droite sur l'image, le long panorama et les axométries colorées en dessous se succèdent. Elles expliquent des interventions précises par rapport à leur séquence chronologique, par exemple le chargement des débris au large à marée haute, ou l'accostage sur la rampe nouvellement installée à marée basse. Et donc, les bâtiments ou les parties de bâtiments en poché noir mettent en évidence les interventions nouvelles par rapport à l'existant. Aux étages supérieurs, le bois est privilégié dans les chambres en verre au 2e étage, qui peuvent accueillir jusqu'à 15 personnes au maximum. Donc, avec sa propre porte d'entrée et sa propre porte arrière, la chambre peut également être fermée pendant la période d'inoccupation et réouverte spontanément pour les visiteurs faisant office d'annexe. À chacun de ces étages supérieurs encore, la typologie répétitive du couloir commun est un espace de distribution des pièces, mais également un espace en lui-même avec de belles vues sur la baie, effectivement, mais aussi une belle vue sur l'avancement des travaux qui se passent au rez-de-chaussée en dessous. Donc, le choix des matériaux et leur quantité limitée implique de remettre en question les normes de confort en introduisant des gradients thermiques qui mobilisent la chaleur et l'isolation là où il est nécessaire seulement pour l'optimiser et éviter la surconsommation. Donc, l'offre limitée de matériaux extraits de la baie, d'ailleurs, appelle également à cet effort, puisqu'on peut s'imaginer qu'on n'a pas une quantité limitée de déchets ou de débris de qualité qui peuvent ensuite être réintroduits dans le projet. Donc, ce qui veut dire que le couloir, par exemple, est soumis à une plus grande amplitude thermique, reflétant ainsi le paysage changeant auquel il est constamment confronté.
mais le début de la construction de l'aile d'habitation nécessite ces éléments de construction d'abord, et donc des interventions minimales sont actées en premier au rez-de-chaussée du site, dans l'ancienne ferme à huîtres qui occupe le sol avec seulement un étage. Dans le plan noir, nous observons deux opérations principales, celle de la transformation des pieux de bois et celle des coquilles d'huîtres. Des interventions qui sont à l'échelle de la transformation du bâtiment et des matériaux. Donc, du bâtiment pour faciliter la transition des matériaux recueillis à fur et à mesure qu'ils pénètrent l'espace pour être traités. Donc, il s'agit encore du côté un peu industriel du projet, mais en forme low-tech, c'est-à-dire le tri, le broyage, le séchage et le stockage d'huîtres à l'extérieur. Par exemple, le séchage du bois se fait au four ou dans le bassin couvert à l'extérieur. Donc, l'autre bassin existant sert de dépôt pour les tonnes de coquilles d'huîtres pour qu'elles sèchent avant le tri, comme on peut voir sur l'image et le modèle à l'écran. On voit donc le avant et le après du bassin en béton. Et donc, je voudrais terminer ici avec une ou deux dernières slides. Donc, dans l'ensemble du projet, les flux de matériaux ont été étudiés pour être optimisés en fonction des espaces agricoles existants, mais désormais réimaginés, pour ainsi remédier à leur tort écologique des dernières décennies. L'exercice, c'est aussi la question de comment rendre désirable quelque chose d'indésirable, puisque pas beaucoup de personnes s'intéressent à cette région actuellement. En tout cas, elles s'imaginent de vivre dans ces ports ruraux. Donc, c'était aussi de remettre en lumière un schéma directeur pour chaque débris de cette pratique culturelle d'élevage pour pouvoir tester des opérations uniques de nettoyage par matériaux et emplacement, et si possible, chercher un potentiel de réemploi dans une architecture idéalement située elle aussi dans un cercle de rayons réduit au sein d'une biorégion. Et cette fois-ci, donc, c'était avec ce projet en aval de la Sèvre niortaise, qui est le cours d'eau qui se jette dans la baie de l'Aiguillon. Donc, merci beaucoup. Ça, je vous laisse avec une image par-dessous du projet, qui est un peu compliqué à saisir rapidement, mais qui résume un peu toutes les interventions. Donc, merci pour votre écoute. Et maintenant, on va passer en amont d'eau plus chaude, en Méditerranée, avec le projet de Victoria. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hervé. Oui, alors sans plus tarder, Victoria, à Oui, toi. oui. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour la Fondation Brière Architecte pour cette opportunité de présenter mon projet et merci à Emmanuel Chaz pour nous accompagner. Et je suis Victoria, une jeune architecte diplômée, actuellement chargée d'études dans un bureau d'études de Bordeaux. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon projet de fin d'études, l'aménagement de la zone post-industrielle à un parc de développement durable. Imaginez-vous dans un atelier appelé Biorégion méditerranéenne, entouré de cartes et de plans. C'est là que j'ai commencé à me poser une question absolument nouvelle pour moi. Qu'est-ce qu'une biorégion? Pour répondre à cette question, j'ai trouvé une définition simple et claire de Peter Dorn. Une biorégion est une région géographiquement définie où des conditions écologiques, économiques et culturelles sont interdépendantes. Cela inclut le paysage, la flore, la faune, le climat, les ressources et les activités humaines. En d'autres termes, les biorégions est une alternative écologique aux régions administratives. Et tous les exemples que vous avez vus concernent la vallée de l'Arc, qui est une biorégion méditerranéenne, dont les limites sont très proches du bassin versant de l'Arc. Ce territoire de 715 km² a servi de point de départ pour mon projet de fin d'études. Pourquoi? Je vous explique. Je suis venue en France pour poursuivre mes études en architecture et en urbanisme à l'école de Marseille. J'ai choisi un atelier qui travaille avec le territoire de la biorégion méditerranéenne et il s'est avéré qu'au moment où j'étais admise dans cet atelier, les autres étudiants y étaient déjà depuis 5 mois. Ils avaient terminé l'analyse globale de la biorégion et tout le monde avait déjà choisi le terrain le plus petit pour son projet, faisant partie de la biorégion. J'ai rapidement plongé dans leurs analyses pour comprendre le contexte. Et évidemment, l'un des éléments les plus importants de la biorégion est le fleuve des Bouches-du-Rhône. Il prend sa source dans le Var et se jette dans l'étang de Berre. Aujourd'hui, cette région est confrontée à de nombreux défis et je me suis intéressée à la question de la qualité et de la pureté de l'eau.
Elle varie, mais en général, elle se détériore souvent dans les zones où il y a les grandes zones industrielles. Souvent, ces zones sont aussi sujettes au risque d'inondation. Et dans la région du Pays d'Aix, là, la qualité de l'eau dans la rivière se dégrade considérablement. Mon attention a été attirée par la rivière Louine, qui est une rivière particulièrement touchée par la pollution. J'ai commencé à chercher les racines de cet état et il s'est avéré qu'en amont de la ville se trouve Gardanne. Historiquement, c'est une ville industrielle. On y trouve l'usine Altero, le plus grand producteur d'aluminium en France, ainsi que la centrale thermique, qui à l'époque a été initialement créée pour répondre aux besoins de cette usine. Après les visites de cette ville, je n'ai eu aucun doute que c'était là mon territoire pour mon futur projet. Gardanne m'a rappelé les villes industrielles typiques de mon pays natal avec les mêmes problèmes. Et c'est triste car en général, Gardanne a toutes les conditions pour avoir un avenir plus positif. Elle bénéficie d'une excellente situation géographique, 20 minutes à Marseille, 15 minutes à Aix-en-Provence, 25 minutes à l'aéroport d'Aix-en-Provence. Il est bien relié par la SNCF à la gare de Marseille et à celle d'Aix. Mais l'inconvénient de cette liaison est que la route départementale et la voie ferrée déchire la ville en deux. La ville est nichée entre les collines, dont les célèbres collines des Frères, où Paul Cézanne à l'époque réalisait ses dessins. Bien que la ville soit assez compacte, avec un grand potentiel pour le développement de la mobilité douce, tout le monde s'y déplace en voiture. Près du centre-ville, on trouve un espace de 96 hectares enclavé par l'usine Altero. Cette zone est proche du pôle d'échange multimodal. Elle est aussi stratégiquement placée sur un axe important de la ville, avec le quartier économique puis Yvon Moranda, puis centre historique et les futurs centres de formation d'apprentis dédiés au métier d'art. Malgré cette situation avantageuse, elle n'en bénéficie pas actuellement. Et dans mon projet, je propose un scénario qui est plutôt fantastique, les fermetures de l'usine Altero et l'exploration d'un avenir alternatif pour la ville, inspiré par le Hemsterpark en Allemagne. Je suggère de transformer l'usine Altero en un parc de développement durable en combinant les fonctions résidentielles, productives et récréatives. Tout d'abord, dans le cadre de cette transformation, j'ai développé de nouveaux régimes hydrologiques pour atténuer les risques d'inondation, notamment dans la zone de la gare, ici, car ce territoire a une importance stratégique. En cas d'inondation, cela paralyse l'ensemble du réseau de transport urbain et intercommunaux. De plus, en tenant compte de la hausse de vent, ce territoire est intégré dans le système des corridors écologiques, favorisant ainsi une meilleure circulation de l'air et le développement de la biodiversité. Dans le cadre du soutien à l'agriculture urbaine, j'ai prévu la construction des structures telles qu'une ferme urbaine, un point de vente de produits fermiers et serre pédagogique sur le site d'Altero. En s'appuyant sur le réseau routier existant, le territoire s'organise en blocs. Le principe, un bloc de pâté de maison doté d'espaces verts est aménagé pour favoriser la circulation des piétons et des cyclistes. Certaines places et rues sont complètement interdites aux véhicules motorisés, tandis que les autres axes sont à voie unique. Le trafic de transit est quant à lui relégué à l'extérieur des blocs, ce qui permet de réduire la pollution due au déplacement. Et les rues intègrent un système de parking privé et public pour les voitures et les vélos.
Comme mon collègue Hervé, qui traite les questions du potentiel de recyclage des brebis de lait, moi, j'ai également réfléchi sur ce sujet pour la transformation d'LTO. J'ai analysé les structures et les constructions existantes. Et la majorité d'entre elles peuvent être préservées et adaptées pour les besoins de futurs parcs. Certaines structures sont démolies pour des raisons de sécurité et les matériaux récupérés seront réutilisés pour les nouvelles constructions. Mon approche globale de mobilisation de ressources concerne l'héritage matériel, les matériaux, les réseaux routiers, les particularités topographiques du site, ainsi que les ressources humaines, culturelles et l'esprit du lieu. Comme la transformation de 87 hectares est un processus long, j'ai réfléchi à la temporalité du projet. En gros, il y a 5 étapes principales. La première étape consiste nommé préparatoire. Il consiste à la fermeture de l'usine et il faut commencer les travaux de décontamination du sol ainsi que le traitement des déchets de l'usine en vue de les recycler et de les transformer en nouveaux produits pour le futur parc. La deuxième étape est à la réactivation de l'héritage historique, l'ouverture de la rue historique. Cette voie relie la gare au centre économique de Puy-Moranda et vise à devenir non simple rue, mais un véritable espace public. Et pour relier les deux parties de la ville, ici, je réhabilite l'ancien pont au-dessus de la voie ferrée et le prolonge jusqu'aux d'autres parties de la ville. La troisième étape consiste en la construction d'une nouvelle station ferroviaire à côté. Cela servira de levier supplémentaire pour le développement de l'espace environnant. Il est prévu l'intégration des bâtiments le long des voies déjà ouvertes. Alto dispose d'un système de passerelle qui relie ces bâtiments. Ainsi, ce système devient les promenades aériennes du parc. Cette solution permet de séparer les espaces privés et publics. Par exemple, les visiteurs du site peuvent observer l'activité de ferme urbaine et les agriculteurs se sentent en sécurité pour leur récolte. La quatrième étape implique le réaménagement des voies ferrées d'LTO à un parc linéaire ainsi que la création des liaisons manquantes selon le plan de la mobilité que vous avez vu au début. Les itinéraires des transports en commun est intégré sur le site. Je propose également le développement d'un réseau de trolleybus à Gardanne. Ensuite, les anciens hangars industriels reprennent petit à petit la vie avec de nouvelles activités économiques. Et enfin, finalisation de réalisation de schémas de fonction urbaine avec la construction de logements, des terrains sportifs et récréatifs. Voilà, un petit résumé en 4 minutes de processus sur au moins 50 ans. Et j'ai presque oublié de mentionner une étape supplémentaire, celle-là. Le nouveau parc aura des conséquences sur les quartiers environnants et la ville en général. Ainsi, les canaux du centre-ville de Gardanne sont dégagés et participent à l'écologie de la ville, et les quartiers environnants monofonctionnels acquièrent une mixité urbaine. Comme Hervé a développé plus en détail les caractéristiques structurelles de la maison de tri, je vous propose également de réduire un peu l'échelle et d'examiner de manière plus détaillée les quartiers avec le plus grand nombre de réservoirs de stockage. Dans un avenir proche, la ville prévoit d'ouvrir le centre de formation d'apprentis dédié au métier d'art. Je propose de consacrer un quartier sur ce centre, sur le site d'Alteo. Certains réservoirs sont convertis en logements pour des apprentis, tandis que les hangars sont convertis à des ateliers. Les réservoirs résidentiels pour une meilleure insolation sont orientés vers l'ouest. Le fait qu'ils soient initialement élevés au-dessus du sol est favorable à la création de patios et de parcours de promenade en dessous.
Leur forme est bien adaptée pour recueillir et stocker l'eau de pluie dans les parties inférieures du réservoir. En fonction du nombre d'étudiants, on modifie facilement le nombre de pièces grâce au système des cloisons amovibles et les atriums internes. Oh, c'est là. Il améliore l'éclairage des espaces de vie. Ce quartier résidentiel montre comment un bâtiment peut être transformé pour faire plus avec moins. Et ma petite animation met en valeur mon attention portée aux détails paysagers et architecturaux. Je vous propose de le regarder un peu. Et l'approche de revalorisation de l'eau dans la ville est bien illustrée par l'exemple du quartier riverain. Le principe de réaménagement du quartier vise à favoriser la connexion maximale entre les bâtiments et la nature plutôt que de les isoler. La plupart des hangars sont débarrassés de toutes les structures clôtures. Seules les colonnes et les fermes porteuses restent. L'espace intérieur est libéré de sa fondation en béton et est planté d'arbres. Ce qui concerne ses fonctions, le deuxième hangar, long, est aménagé en cantine avec des commerces et une cafétéria où l'on peut déguster des plats préparés à partir de produits de la ferme Alteo. Et un petit hangar au sud est converti en cercle pédagogique. Le lit du ruisseau est élargi et la ripisylve est renforcée. La création de ramifications du ruisseau permet d'améliorer le filtrage d'eau et de réguler le niveau d'eau dans le ruisseau principal pendant les périodes de sécheresse ou d'inondation. L'idée principale est de vivre en harmonie avec l'eau plutôt que de le lutter contre elle. Le parking existant, le parking existant est optimisé et il est devenu plus vert avec un niveau supplémentaire. Et le réaménagement de boulevards adjacents favorise les modes de déplacement doux. Les exemples présentés visent à illustrer mon approche du travail avec les territoires post-industriels et à fournir une base de réflexion sur les effets à long terme de ces reconversions. À l'échelle de Gardanne, ce projet permettra de réduire les risques d'inondation et de sécheresse, de créer de nouveaux emplois et opportunités professionnelles, de stimuler la croissance économique de la ville, non pas grâce à des industries polluantes, mais par le biais de nouvelles activités. À l'échelle de l'agglomération, Gardanne deviendra plus attractif pour les jeunes et les investisseurs. Et dans le cadre de la biorégion, le parc aura un impact positif sur l'au-delà. Il favorisera le développement du tourisme industriel et renforcera sa position dans ce domaine. Et pour conclure, je voudrais dire que nos deux projets avec RD abordent les sujets dans les contextes des écosystèmes distincts, la baie de l'Aiguillon et les biorégions méditerranéennes. Malgré leurs différences, on partage une approche commune axée sur la transformation et la régénération des zones affectées par des activités humaines en espaces plus durables et bénéfiques. Nos travaux démontrent l'importance de repenser et de réutiliser les ressources disponibles pour favoriser le développement durable. Et comme vous l'avez constaté, notre approche multiscalaire met en évidence le fait que les défis de la transition écologique ne connaissent pas des limites administratives. Seulement en travaillant ensemble et en partageant nos savoir-faire, nous pourrons vraiment protéger la Terre pour les futures générations. Et nous espérons sincèrement que nos deux travaux de diplôme ont nourri vos réflexions et qu'on a réussi à vous motiver à poursuivre vos actions en faveur de la transition écologique. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Victoria, pour ta présentation et merci encore une fois à Hervé.
Nous sommes particulièrement contents d'avoir vu ces approches riches en qualité de représentation, riches en arguments, et riches en principes, et riches en espoir, je pense. C'est peut-être pas, c'est pas rien d'avoir un peu d'espoir, de donner de l'espoir. Et là où on est aujourd'hui, si vous voyez autour de vous. Donc, je propose directement à Emmanuel Chaz, qui a écouté attentivement les deux présentations et a déjà pris auparavant connaissance des projets. Emmanuel, à toi. Merci, bonsoir à toutes et tous. Quelques mots pour vous expliquer qui je suis et d'où je viens. Donc, mon nom est affiché, donc ça, vous l'avez. Comme l'a dit Panos, j'ai quelques sensibilités sociologiques, puisque j'ai une formation en sociologie, en sciences politiques et en urbanisme. Et puis, aujourd'hui, l'urbanisme est mon métier à Genève, comme l'a dit Panos, puisque je fais partie de l'équipe au sein de l'État en charge de la planification et de la mise en œuvre du projet urbain Praille-Acacia-Vernet, qui est une zone industrielle, pas une friche. Il y a tout un ensemble de familles différentes quand on parle de friche ou de zone industrielle. Et puis, ce que l'on doit réaliser, c'est l'image qui est derrière moi, puisque à la place de cette photo, aujourd'hui, vous avez un grand parking et des usines. Et puis, l'objectif pour nous, c'est de transformer ces 230 hectares en nouveaux quartiers d'habitation, plusieurs quartiers, avec une rivière remise à ciel ouvert, dans un site pas trop pollué. Donc en ça, on a plus de chances qu'à Gardanne. Et puis de créer 12 000 logements, 5 groupes scolaires. Donc c'est vraiment une transformation majeure. Pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? Bien sûr parce qu'on m'a invité, mais surtout en fait parce que la thématique m'a beaucoup intéressé. Il y a effectivement des liens entre ce qui vous a été présenté et puis ce sur quoi mon équipe et moi travaillons aujourd'hui. Et puis, il y a aussi des liens par rapport à ce que j'ai pu faire précédemment. J'ai travaillé avant d'être à Genève, à Lyon, sur des opérations de renouvellement urbain classique, des quartiers anciens ou des années 60 à transformer en nouveaux quartiers. Et puis, avec aujourd'hui plusieurs années d'expérience derrière moi, ce que je vois, c'est que la question des friches, la question de la reconversion de zones industrielles plus ou moins actives, est un sujet qui se pose de plus en plus à nous, professionnels de la ville. Et du coup, ce que je trouve assez parlant aujourd'hui, c'est le fait que des secteurs qui étaient jusqu'à présent soit oubliés, parce qu'en dehors du radar de l'urbanisation, de la transformation métropolitaine, soit évités, parce que extrêmement pollués ou avec une dureté extrêmement forte, ces territoires aujourd'hui se retrouvent de plein pied dans des dynamiques territoriales, dans des dynamiques urbaines. Et puis, on n'a plus le choix, ou on doit en tout cas, ou on a plutôt l'envie, si on veut positiver, de traiter, de s'attaquer à ces espaces, parce qu'ils sont rattrapés par la ville, parce qu'ils sont sur des secteurs sensibles d'un point de vue environnemental et qu'on ne peut pas laisser de côté. Et puis moi, ce qui m'intéresse toujours dans ces territoires, c'est avec quels outils on les aborde. Est-ce que l'urbanisme, est-ce que l'architecture sont des champs qui sont assez outillés pour s'attaquer à ces sujets. Et puis c'est ça, moi, qui m'intéresse du coup dans les deux projets qui ont été présentés. On a deux thèmes complètement différents, on est dans le même pays, mais on a en tout cas des histoires complètement différentes, des échelles différentes. Et puis je trouve que c'est pas un hasard si on le traite aujourd'hui, mais qu'en fait l'aspect vraiment qui les lie, c'est la question de la transition. Et ça pose une question de fond de quelles frontières en fait on se donne par rapport à cette transition. Ça, c'est un premier sujet. Et puis, il y a une autre question de fond pour moi qui est quel sens en fait on donne à la transformation de ces territoires. Il se trouve que vraiment le hasard, mais il y a quelques années, j'avais pu passer quelques
quelques jours pas très loin de La Rochelle, justement, avec un couple d'ostréiculteurs. Et puis, j'avais été frappé, en fait, par deux choses. La première, c'était la manière dont le changement climatique rattrapait, en fait, cette activité, avec des problématiques de salinisation de l'eau, des bassins. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails que je ne maîtrise pas. En plus, je ne mange pas d'huîtres, mais ça, c'est un détail. Et en fait, il y a vraiment une mise en péril de l'activité qui est extrêmement forte. Et puis, j'avais été aussi frappé par la diversification des activités, en fait, autour de ce métier-là, avec notamment sur une île proche qui est l'île d'Oléron, la transformation d'anciennes fermes ostréicoles en lieux dédiés à l'artisanat, à l'art ou des choses comme ça, avec des petites boutiques dans des petites cahutes très colorées. Et puis, ce que me disaient ces ostréiculteurs, c'est que ce genre de transformation, qui pouvait du coup donner lieu à une revitalisation économique, avait un gros défaut, en fait, parce elle effaçait en fait le métier, elle effaçait l'histoire. Et puis, il y avait vraiment un risque en fait d'effacement d'un savoir-faire assez, enfin, très ancien. Et puis, ce qui m'avait frappé, c'est que l'une des deux personnes me disait, mais on a l'impression en fait que on a des espèces de zones franches économiques qui viennent prendre la place, de nos activités, et puis que voilà, ces lieux où il y avait jusqu'à présent un savoir-faire extrêmement fort se transforment en sites commerciaux et très Instagrammables. Et du coup, la première question que j'aurais pour Hervé, c'est cette question en fait du sens. Moi, ce qui m'a intéressé dans votre démarche, c'est en fait, en recyclant, en retravaillant les matériaux, en retravaillant à partir des matériaux, c'est d'arriver à conserver cette histoire, mais non pas comme une sorte de musée figé, mais comme en fait l'ouverture d'une nouvelle étape. Et puis la question que j'ai du coup, c'est par rapport à la proposition architecturale en fait qui est faite, de pouvoir construire quelque chose d'autre à partir de matériaux qui étaient pensés pour un autre usage. Quel est, selon vous, le sens qui peut être donné à tout ça? Comment on peut, en fait, en construisant de nouvelles surfaces, en construisant de nouveaux modules, comment on peut perpétuer une histoire et comment éviter, en gros, on construise des condos. Je viens de votre côté de l'océan, et puis qui soient des Airbnb ou autres. Et comment, du coup, ces nouvelles surfaces pourraient, selon vous, en fait, prolonger une activité, la compléter, et puis permettre, du coup, à cette histoire qui a quand même un sens de se prolonger. Oui, bien, merci pour la question. Alors, en premier, je répondrai peut-être sur la première partie de ce que vous avez amené sur la question de frontières. Je pense que c'est un site actuellement qui a potentiellement beaucoup de chances d'être changé et on ne voudrait pas que ça devienne Instagrammable, effectivement. Donc, c'est pour ça que le projet proposé nécessite de garder un peu de l'existant et de venir s'ancrer par-dessus ou en dessous ou à côté pour permettre à l'activité industrielle, qui est dans ce cas-ci le triage, qui reste aussi une activité importante qui va nécessiter de la protection, des calendriers, qui va être peut-être moins spontané que juste venir et dormir dans ces sites à l'île d'Oléron dont vous parlez. Donc, c'est cette idée d'hybride entre l'ancien et le nouveau. Puis, effectivement, peut-être dans le futur, lorsque la baie elle est totalement nettoyée et que l'aspect industriel de triage, de nettoyage est terminé puisqu'il n'y a pas de nouveaux matériaux ou de débris à aller récolter. Alors là, c'est peut-être une question pour le futur. C'est une question que je n'arriverai pas à matérialiser aujourd'hui parce que le nombre d'hectares devant ce site est tellement énorme que l'horizon, d'ailleurs, ça aurait peut-être été un calcul intéressant à effectuer, mais un calcul avec beaucoup d'incertitudes en fonction des technologies qui étaient expérimentales proposées par le projet LIFE de l'Aiguillon. Donc, je ne sais pas combien de temps ce nettoyage va prendre euh, pour être terminé, mais, euh, mais pour pas tourner dans les Airbnb, il faudrait peut-être dans le futur penser
à garder cet héritage d'une autre manière, mais c'est une bonne question pour la suite. Et actuellement, dans le projet, c'est répondu d'une manière hybride entre des gens qui volontairement voudraient venir donner un coup de main. D'ailleurs, il y a plusieurs réseaux de gens au bord de la mer qui s'associent pour aller nettoyer les déchets en bord de plage. Il y a tout un système de bac à marée implémenté, je pense, en Charente-Maritime ou dans le département d'en dessous, d'en dessus ou au-dessus. Ces bacs à marée qui sont des énormes sacs à poubelle en bois, ben, plus ou moins jolis, mais aussi nécessaires, puisque les gens qui se baladent sur la plage peuvent donc volontairement juste récupérer quelque chose par terre, aller les placer dans ces bacs qui seront ensuite nettoyés par l'aide des municipalités qui investissent donc dans cette aide volontaire pour nettoyer leur espace côtier. Donc, il y a vraiment un réseau complexe à faire et l'architecte là-dedans, je pense que mon projet essaie d'illustrer, c'est de non seulement s'intéresser à la forme, mais aussi aux initiatives qui existent déjà sur place, d'aller fouiller dans chaque commune et voir où des budgets sont attribués pour venir, parce que finalement, c'est aussi une question d'argent, comment faire pour rassembler ces fonds et faire un projet réalisable, parce que c'est ça qu'on a besoin, on a besoin que quelque chose soit fait et pas seulement théorisé et donc être en contact avec tous ces experts du littoral. Et voilà, donc je ne sais pas si je réponds totalement à la question, mais c'est d'autres idées que je n'avais pas nécessairement plus le temps d'en parler tout à l'heure. Non, mais c'est bien. Et puis, il y a toujours des suites, en fait, à ces travaux. Oui. Euh, il y a autre chose en fait qui m'intéresse particulièrement, c'est, je l'ai dit rapidement dans mon introduction, c'est le fait de s'attaquer à des sites en fait qu'on évitait jusqu'à présent. Et puis l'exemple qu'on a pu voir avec Alteo, il a tous les attributs en fait du site auquel on ne veut pas se frotter. Et puis ces sites-là, ils se multiplient de plus en plus. Aujourd'hui, ils sont rattrapés par la ville, ça c'est une première manière de nous obliger à les traiter, ou alors ils sont extrêmement polluants et puis on ne peut pas les laisser en l'état. C'est le cas pour Alteo. J'ai vu que du coup il y avait une mise en examen de la société pour pollution, donc on est vraiment dans ce deuxième cas. Et puis il a quelque chose d'assez fascinant ce site par sa forme. On a vu les silos, les bacs de décantation, les tuyaux et autres. Je pense qu'on a tous en mémoire aussi les premières ou les transformations pionnières de sites industriels. Victoria, vous citiez l'Allemagne. C'est vrai qu'il y a des choses dans la roue en fait dans les années 90 ou en Angleterre aussi. Pareil dans les années 90 avec la transformation de sites emblématiques en parcs. Aujourd'hui, on est plus dans cette époque-là, où en tout cas le contexte a changé. Il a changé sous deux aspects. Il a changé sous un aspect financier. Et c'est vrai que les premières transformations étaient souvent un moyen aussi de passer d'une histoire à une autre dans un moment de l'histoire qui avait besoin de ça. Aujourd'hui, on s'est beaucoup plus installé dans quelque chose où on a l'habitude de ces sites. Et puis aujourd'hui, il y a la question du carbone aussi qui est relativement importante. Et puis, sur un site comme celui-là, moi, j'ai beaucoup apprécié, Victoria, le fait que vous ayez vraiment traversé toutes les thématiques, mais en gardant un thème relativement fort qui est celui de l'eau. Et puis, il y a deux sujets qui m'intéressent. Alteo, c'est un site compliqué, c'est un site fermé. Et du coup, d'un point de vue méthodologique, sans pouvoir entrer dans le site, comment on évite en fait d'être hors sol pour les analyses? Est-ce que c'est pour vous une complication? Est-ce que c'est une faiblesse en fait de ne pas pouvoir rentrer dans ce site? Ou est-ce qu'il y a du coup des possibilités de passer outre? Et puis, est-ce qu'il y a aussi du coup des avantages à ne pas pouvoir analyser en détail un site? Oui, vous avez raison. C'était c'était le point faible de mon projet, c'est que j'ai pas une base précise pour faire l'analyse de ce site. Mais grâce aux nouvelles technologies, bien sûr, j'ai eu une opportunité d'observer l'usine Altero sur Google Earth et même j'ai trouvé une astuce d'analyser les déplacements à l'intérieur de ce site parce qu'il y a une application Strava
je sais pas, est-ce que vous le connaissez? C'est pour les gens qui font le sport. Et donc, cette application vous propose de Global Heat Map où vous pouvez vraiment analyser tous les déplacements. Donc, j'ai cherché plein de moyens pour faire mon analyse. Et donc, et peut-être pour mon projet, en fait, moi, j'étais limitée dans le temps. J'avais 4 mois pour faire mon projet. Donc, pour cette période, j'ai pas besoin de plus de détails, peut-être. Il faut être inventif. Oui, mais c'est un peu triste parce que quand même, moi, je pense que quand on travaille avec un territoire, il faut avoir aussi une approche sensorielle. Il faut pouvoir sentir ce lieu, son ambiance. Alors, il faut que vous passiez un week-end à Gardanne pour vous imprégner de l'énergie du site. Ouais. Oui. Euh, Après, il y a toujours la question pour moi de, voilà, moi j'aime bien je l'ai dit, votre exercice parce qu'il est complet. Après, il y a toujours la question, j'en reviens toujours à ça, de la limite. Et puis, la limite que ce genre de site peut déclencher, c'est la question financière. Et puis, il se trouve que je suis né dans le Var et que je connais un petit peu les finances de ce territoire-là. En gros, il n'y a pas d'argent là-bas. Et puis, du coup, la question qu'on peut se poser, c'est à quel point, en fait, on doit intervenir sur des sites comme ça, et puis jusqu'où on veut aller. Euh, il me semble que ce site-là nécessitera de toute façon une intervention parce qu'on est pollué, il y a des problématiques de boue rouge, de soufre dans les poussières, donc on ne peut pas laisser ce site comme ça. Et moi, j'ai une question de fond qui est par rapport à la dernière image que vous avez montrée, qui est très convaincante, où on voit des gens au bord de l'eau. Est-ce qu'on doit aller, selon vous, jusque-là? Est-ce qu'on doit transformer radicalement un site qui a tous les défauts de la Terre en quelque chose dans lequel on puisse se baigner, par exemple, ou est-ce que la limite doit être posée avant, euh, toujours avec cette question de coût? Est-ce que du coup, d'un point de vue carbone, d'un point de vue financier, est-ce qu'on doit aller jusqu'à l'utopie que vous présentez, ou est-ce qu'on doit s'auto-censurer, s'arrêter un petit peu avant, quitte à moins rêver? C'est très bonne question. Euh, Concernant est-ce qu'on les limites de l'intervention, je pense que actuellement, bon, nous sommes architectes, on fait les projets, c'est pas la vraie vie, donc peut-être cette approche, il peut évoluer dans le temps si on fait une petite intervention, après on aura beaucoup d'enthousiasme, par exemple, de côté des habitants de Gardanne. Pourquoi pas, on peut continuer à intervenir et peut-être on peut trouver d'autres moyens financiers pour pouvoir réaliser nos idées. Concernant ITO, actuellement, je vois pas l'opportunité de faire pousser les limites parce que c'est un choix politique de maire de Gardanne de préserver ses cuisines. Et de plus, aussi, il y a une problématique concernant la population parce que actuellement, Idaho propose 500 emplois. Donc, tous les gens, demain, qu'est-ce qu'ils vont faire si on ferme ces sites? Euh, voilà. Je sais pas, est-ce que j'ai répondu à votre question? Tout à fait. Et puis, j'ai une toute dernière question pour tous les deux, et puis après, je vais arrêter de monopoliser la parole. Euh, c'est la question de sur qui on peut s'appuyer, en fait. Et puis, sans rentrer dans une analyse administrative de la répartition des pouvoirs dans le système administratif français, selon vous, chacun avec vos projets, ou chacun avec vos propositions, qui, qui seraient en fait les déclencheurs, ou sur qui s'appuyer en fait pour lancer les choses, sachant que à La Rochelle,
c'est déjà actif, mais comment aller plus loin? Est-ce que c'est les politiques? Est-ce que c'est la société civile dans cette logique en fait ou dans ce défi de la transition qui nous attend tous? Sur qui s'appuyer pour aller plus loin à La Rochelle? Et puis chez vous, Victoria, enfin chez vous, à Gardanne en tout cas, dans votre projet, comment impulser les choses, sur qui s'appuyer, sachant que vous l'avez dit, il y a un très fort attachement identitaire et professionnel. Est-ce que ça peut être un moyen de s'appuyer sur ces personnes-là, ou est-ce que ça reste toujours est-ce qu'on doit toujours attendre le politique en fait pour déclencher les choses? On commence par Hervé, peut-être? Oui, oui, je peux commencer. Alors, je pense que j'avais répondu partiellement dans ma dernière réponse concernant, en tout cas, la pulsion citoyenne pour aller nettoyer ces plages volontaires. Après, dans mon cas, je pense qu'il y a un peu de chance que la baie de l'Aiguillon est située littéralement sur une frontière départementale, donc qui est à la fois responsable Charente-Maritime et Nouvelle-Aquitaine, je pense. Il y a aussi le Marais Poitevin qui rassemble plusieurs villes, plusieurs communautés, qui est la plus grande zone humide de la façade atlantique. Donc, il y a beaucoup de regards qui tombent sur la baie de l'Aiguillon et c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a une facilité de récolter des fonds au niveau européen pour ensuite, et ça c'était souvent listé dans les rapports que je lisais sur cet exercice du programme qui s'est terminé il y a 2 ans, ces rapports synthétiques où on indiquait en Europe et partout dans le monde les autres sites similaires qui pourraient bénéficier d'études plus approfondies sur la baie de l'Aiguillon. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui fonctionne dans tous les domaines, même dans le Var ou ailleurs. Est-ce qu'on est capable de situer d'autres régions potentielles qui ont les mêmes caractéristiques que la nôtre pour aller chercher des intérêts euh, outre frontières nationales ou internationales, donc continentales. Voilà. Victoria? Oui, et concernant Alto, comme vous avez dit, moi je pense, c'est mon opinion personnelle, que sans les décisions politiques, on peut pas faire grand-chose. Mais même si un jour on décide que, ok, on ferme cette usine, moi je pense que il est évident qu'il faut mener un travail pédagogique avec la population pour sensibiliser les gens, pour les expliquer que c'est nécessaire, c'est notre avenir, on ne peut pas continuer à vivre comme on a vécu 50 ans. Actuellement, on voit tous qu'il y a des changements climatiques, on ne peut pas les ignorer. Oui, c'est une question politique. Peut-être une dernière remarque, je viens de penser à l'instant d'un exemple suisse je ne connais pas le financement exact, mais les cabines alpines suisses, on pourrait regarder ça comme exemple peut-être de points dans le territoire où un bâtiment est effectivement, on lui donne un budget, on lui donne certains objectifs, donc dans ce cas-ci, peut-être de valoriser le territoire à travers ses randonnées en haute altitude, et même chose peut-être sur la mer, avoir des points ponctuels sur le rivage dans les zones les plus sensibles et injecter de l'argent de politique, mais aussi essayer de créer un engouement pour les zones un peu moins glamour de la côte française. C'est pas l'île de Ré, c'est pas l'île d'Oléron, la baie de l'Aiguillon. C'est très vaseux, c'est très gris. Il y a moins et moi non plus, je ne mange pas les moules, mais je trouve ça quand même magnifique. Donc, il y a quelques industries qui attirent, mais les balades au long de la baie sont peut-être moins connues, en tout cas à l'international. Peut-être en France assez, mais peut-être qu'il y a donc une idée de peut-être répartir sur les départements qui font face à l'Atlantique des points clés où on peut s'imaginer des maisons où les gens peuvent même dormir, participer à l'effort de nettoyage, payer une petite pension avec un prix raisonnable, comme dans le cas des cabines suisses, et peut-être faire tourner cette machine économiquement parlant de cette manière. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Et puis voilà, juste en guise de conclusion de cette petite intervention, ce qui m'intéresse aussi toujours, c'est
c'est comment passer à la suite, comment passer à l'après, même si ça reste des travaux comme ça qui peuvent paraître one shot, on va dire. Il y a toujours une histoire derrière. Et puis je pense que pour la baie de l'Aiguillon, il y a vraiment un enjeu en tout cas à coller au savoir-faire et à l'économie locale. Je pense que ça peut être une clé de réussite importante si jamais ce travail devait se poursuivre, parce qu'il y a vraiment un tissu extrêmement fort depuis des générations et des générations, puis ça peut être une continuité. Il faut peut-être réussir à l'inventer, malgré le faible attrait touristique de cette petite partie un peu vaseuse, on va dire, du site. Et puis, il y a un des facteurs, en tout cas, de réussite ou de risque du travail sur Gardanne, c'est d'arriver à atterrir, en fait, sur le site, ses contraintes, sa pollution. Il va vite falloir rentrer, en tout cas, vers des aspects beaucoup plus techniques et de chiffrage. Et puis, en tout cas, on sent qu'à chaque fois, le potentiel est là, mais il y a toujours pour moi cette question de quelles limites on se donne dans cette logique de transition. Mais pour ça, il faut aller plus loin. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette approche approfondie et transversale et aux questions que tu as posées. Merci évidemment encore une fois aux deux présentateurs. Nous sommes très contents d'avoir vu aussi les présentations et la discussion parce qu'elle correspond, je pense, beaucoup aux travaux de la Fondation, aux travaux de recherche que nous menons et en interne et avec des partenaires externes à Genève, en Suisse et à l'international. Et ça pose, comme tu dis, effectivement, c'est des questions sur le fond de comment on prend la transition, les limites spatiales, les limites temporelles et les horizons qu'on se donne et évidemment les moyens. Euh, les moyens, je dirais, à la fois matériels et aussi des ressources qu'on se donne globalement pour aller dans un sens ou dans un autre. Qu'est-ce qu'on considère être comme l'horizon de cette transition? Et il m'est arrivé, enfin, je pensais en écoutant les deux projets, surtout celui de Hervé, que probablement on parle là d'un projet d'une durée relative à moyen terme, parce qu'à long terme, probablement cette côte sera sous l'eau bientôt. Dans 30, 40, 50 ans, il est possible que les côtes atlantiques, surtout les moins escarpées, subissent des changements fondamentaux. Si aujourd'hui la Hollande, le Pays-Bas se mettent à réfléchir sur un pays sous l'eau, comme vous le savez, c'est probablement aussi, ça devrait être aussi probablement le cas des côtes méditerranéennes, enfin, surtout les côtes atlantiques. Et donc, c'est une question temporelle de quel horizon de projet on parle. Enfin, si vous voulez, on répond à quelle période, et aussi du point de vue financier aussi, si on parle d'Alteo, est-ce qu'on parle d'une économie comme aujourd'hui, avec des financements, entre guillemets, ou une économie qui ne sera plus du tout la même, où même l'idée du financement ne serait plus la même, même l'idée de la banque ou du prêt ou du retour à l'investissement ne sera plus du tout posée la même question. Ce sont des questions donc à la fois temporelles et aussi du contexte dans lequel on imagine que la transition va se poser, va se, va se mener parce qu'elle va venir de toute façon, qu'on le veuille ou pas, euh, de manière ordonnée ou pas. Mais j'arrête un peu, je me tourne vers le public qui nous est resté. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a donc Claire Boivin, Alban Vasso, Mouy Sadler, Papa Lyonnodier. Et il y a quelqu'un qui aurait une question, une remarque? J'avais une question, Hervé, tu disais que c'était dans le cadre d'un projet européen, c'était dans le cadre d'un projet leader, ce projet? Ben, oui et non, c'est moi qui est allé volontairement voir ce qui se passait et surtout que ça venait de se terminer ce projet en 2022. Donc, j'ai essayé de contacter des experts qui avaient participé à cet effort. Mhm. Et on connaît aussi sur site, on envoie 10 emails, on en reçoit peut-être un. Donc, il y a plusieurs personnes que j'ai pas réussi de discuter avec, mais c'était pas en partenariat avec eux, c'était vraiment un peu une hypothèse d'aller chercher ce partenaire. Euh, Ok. Oui, mais en fait, c'était ma question à vous deux. C'était les partenaires principaux et les premiers intéressés. Est-ce que vous avez pu être en contact avec eux, toi, Victoria, avec Alteo, en disant, bah voilà, c'est un projet d'étudiants, ça permet aussi, tu vois, d'avoir des échanges sur des utopies ou pas. Non, vous n'avez pas réussi non plus. Ouais.
Sur place, je suis quand même eu la chance de parler à des ostréiculteurs qui, Ouais. donc il fallait que j'apporte la question de manière sensible parce que je disais un peu que je savais que j'allais dire que l'industrie avait causé des dommages dans le passé, mais ils ont été aussi très accueillants. Ils ont remarqué l'accent et puis on a pu discuter de chaque étape dans le bâtiment que j'ai pris en photo. Là, j'ai pas eu le temps et l'espace pour montrer tout ce que j'ai pu prendre sur place. Mais effectivement, par rapport à Victoria, je suis sûr que tu aurais bien aimé photographier sur place avec des angles de vue à la hauteur des yeux humains, plutôt Google Earth. Ça donne toute une différente perspective et bien sûr de pouvoir parler, mais ça, c'est des conditions qu'on ne maîtrise pas et c'est un peu la chance du site dans lequel je me suis plongé. Oui, mais effectivement, quand on voit, il y a une maison de la nature, etc. Donc forcément, il y a déjà des interlocuteurs qui sont sensibilisés à toute cette baie de l'Aiguillon, quoi. Ouais. Et donc, c'est ça en fait qui est dommage, c'est que les projets de fin d'études, ça permet d'aller montrer en zone blanche, entre guillemets, des hypothèses. Et c'est dommage de ne pas réussir à aller les expliquer aux principaux intéressés, quoi. Victoria, ça va? Pas trop de frustration? Non, non, pas trop Comment frustration. ça? C'est juste qu'à Garland, je ne vois pas les intéresser. Mais tu as quand même choisi ce site, donc c'est quand même bien. Oui, moi, j'ai fait un échange avec mon connaissant qui y habite et qui m'a vraiment expliqué la situation politique avec le missionnaire qui est très conservatif, qui veut pas bouger des choses. Donc, j'ai choisi ce sujet, mais je vois pas comment je peux le pousser un peu plus loin. Non, non, mais parce que du coup, je me pose la question, c'est que du coup, je rebondis par rapport à ce que vous avez choisi des projets avec un vrai focus écologique, etc., et la volonté d'être vraiment sur des sites qui ont soit un vrai malus écologique, soit au contraire, tu vois, avec l'Aiguillon, un potentiel écologique fort, etc. Et est-ce que c'est en lien avec le positionnement que vous vouliez donner en tant que jeunes architectes? Est-ce que votre projet en fait, de fin d'études, vous le vouliez aussi démonstrateur de votre positionnement? Oui, alors oui, bien sûr qu'on nous enseigne aussi évolue à l'EPFL ou dans n'importe quelle école, et puis de pouvoir chercher aussi au-delà de ce qu'on apprend de manière théorique, mais sur place et de voir comment les choses fonctionnent. C'était peut-être une façon de tester ces idées qu'on nous apprend sur PowerPoint à l'école, mais après, sans réel contexte pratique ou en tout cas réel de comment les choses derrière le rideau se passent et aussi quelle est l'histoire derrière ce site. Donc, je dirais que oui, ça nous suit et ça nous suivra pour la suite. Ça ne veut pas dire nécessairement que actuellement, je suis en train de sauver des moules de baies en Suisse, surtout qu'il n'y a pas de contexte comme ça ici. Mais je pense que c'est une leçon qui me suivra aussi d'une manière épistémologique, donc de savoir comment faire la recherche, euh, comment interviewer les gens, comment poser les bonnes questions, qui contacter. Et voilà, je pense que j'ai plein de choses à laquelle je pense, mais c'est sûr que c'est motivant pour la suite. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, d'abord, par rapport à la réalité du terrain disons, l'utopie entre le rapport entre le réalisme du projet ou pas, j'ai envie un peu de vous déstresser parce que quand je pense par exemple à Beaubourg, le bâtiment et la forme de Beaubourg est apparu dans le premier croquis de Peter Cook 15 ans auparavant, 15-20 ans, c'est-à-dire les premiers projets croquis qui imaginaient des espaces tels qu'on a déjà vu se construire avec enfin, le centre Pompidou sont apparus bien avant le bâtiment et personne ne savait si un jour ça aurait pu se construire. Donc, il y a une telle distance entre les premières idées de quelqu'un qui sort de l'école ou les premières, même utopiques, et une réalisation. Et on ne sait même pas sûr, on n'est même pas sûr que ça va se réaliser comme ça. À mon avis, la question d'essayer de construire un réalisme du projet me semble un peu inutile quand on fait ce type d'exercice. Par contre, ce qui est intéressant dans ce que vous faites, c'est que vous inventez tous les deux dans votre côté, de votre côté des protocoles d'investigation.
Et c'est ça qui est le plus intéressant à mon sens. C'est ça qui pourrait inspirer d'autres projets et qui vont, disons, bifurquer sur d'autres. On pourrait prendre le protocole d'Hervé sur d'autres choses complètement par rapport au projet qu'il a fait et le travailler autrement. Déjà, il a travaillé avec une équipe de l'EPFL qui l'a aidé à avancer, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Et par exemple, la manière de catégoriser, de sortir, d'extraire, hein, disons, de récupérer la récupération de matériaux abîmés et, disons, disons son inventarisation est quelque chose qui peut se faire, se fait déjà, peut se faire encore mieux autrement sur la ville actuelle, la ville comme mine. Le urban mining, en fait, c'est quelque chose qui devrait se développer, même si on sait que cet urban mining est basé sur une hypothèse de non-flux externe, c'est-à-dire que l'économie du bâtiment aujourd'hui est basée justement sur le contraire, sur le fait d'avoir des déchets, de créer des déchets. La création de déchets, c'est la base de l'économie d'aujourd'hui, y compris de l'économie du bâtiment. Donc, on va contre vents et marées, en fait, pour le dire, pour venir au marais au paysage maritime. Donc, mais par contre, d'avancer sur ça et de le construire plus lentement, y compris du côté de Victoria, avec qui a une approche plus complexe et plus, je dirais, comme il a dit Emmanuel, qui était ressorti, apparemment, il y a un problème technique. Euh, un projet plus complet. Et pareil, ce sont des questions qui vont se reposer. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est la récupération, l'habitation des lieux qui semblent plus du tout habitables sera pour l'Europe une nécessité dans les années à venir. Ne serait-ce que parce qu'il y aura de nouvelles populations qui vont arriver. De toute façon, il faudra reconstruire des espaces, récupérer des espaces qui semblent sortis du système ou à côté ou monofonctionnels pour leur donner une vie qu'on n'imaginait pas. Ça, c'est une évidence. Et la densification de l'Europe va arriver justement parce que les nouvelles populations devront s'installer quelque part. Ce qui est intéressant, ce que vous faites aussi, c'est de créer de manière écologique, de récupérer l'eau, la nourriture, de créer, disons, des modes de vie qui sont liés à ces nouveaux espaces, enfin, qui communiquent autrement avec les espaces alentours. C'est-à-dire, l'espace de Alteo ne sera plus du tout un espace où tu arrives avec des bus, parce qu'il n'y aura plus de bus. En fait, il faut aller plus loin dans l'imagination, dans la transition, que juste le construire un espace pour la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui sera vécu avec les loisirs, etc., le téléphone portable, tout le reste. J'ai l'impression que là, on est comme à l'époque, au début du XXe siècle, où on faisait des chapiteaux ioniens avec du béton. C'est-à-dire, on essayait de reproduire une image d'avant avec le nouveau matériau. Et là, on a compris à un moment donné que ça n'allait pas. Il y avait une discrepancy, comme on dit, une discrepancy qui n'était plus possible. Et donc, on a formé autrement le monde avec le nouveau matériau. Alors, donc, pour le dire autrement, notre nouveau matériel, c'est une compréhension plus profonde de la transition écologique et du changement climatique. Et le reste, ce que vous faites, ce sont des éléments de transformation qu'on devra mettre en place et qui probablement vont conduire à des espaces qui n'auront pas du tout la tête que ce qu'on imagine pour l'instant. Mais ce sont des outils quand même. C'est des outils qui sont nés par de nouvelles générations que vous êtes. On est à la fin de cette très belle présentation, très belle discussion. Merci à toutes et à tous pour être présents. Je répète donc que nous aurons la prochaine conférence et la dernière donc, du cycle le jeudi 16 mai, c'est un jeudi toujours, sous le titre Scénariser les territoires transitionnels, donc de nouveaux scénarios avec Liam McCauley et Mathieu Burger, aussi de Marseille. Hein. Il y a un fort contingent marseillais cette année dans Transition Seeds, et avec Camille Hoppe et Marie Décharge du côté de Nancy. Voilà donc pour l'instant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Merci d'avoir été présents et à très bientôt dans un mois. Merci.
Merci beaucoup. beaucoup. Bon après-midi, bonne soirée.